mouvements oculaires qui sont très particuliers parce qu'ils réalisent à la fois des mouvements de haut vers le bas, latéraux, en rotation, et qui ont servi de modèle à certains mathématiciens. Et finalement, ce que l'on retient en biomécanique, ce n'est pas non plus les quaternions, c'est encore plus compliqué. Même les mathématiciens ne comprennent pas ce qu'ils disent quand ils voient ça. C'est quelque chose d'irreprésentable au niveau mental, mais nous utilisons l'axe hélicoïdal. Voilà, ça te fait plaisir. Alors, voilà l'axe hélicoïdal du mouvement, voilà comment on peut le représenter. Donc, on a l'axe et son point de percée dans le plan XY. Cet axe est défini par les coordonnées du point P dans le plan XY et est également défini par l'angle alpha et l'angle bêta, donc l'angle d'inversion et l'angle d'éversion de l'axe. Et ensuite, vous ajoutez à ça la translation possible de l'objet le long de l'axe, et vous ajoutez à cela la possibilité de rotation autour de l'axe. Avec ça, vous avez toutes les composantes pour définir un mouvement dans l'espace. D'accord? Ça suit. Vous avez de la chance, moi j'ai mis du temps. Hein, pour... Alors, les 6 paramètres de l'axe hélicoïdal, donc vous les voyez, coordonnées en X, coordonnées en Y, angle d'inclinaison alpha, angle d'inclinaison bêta, angle de rotation phi et translation S. Voilà, on arrive donc au travers de cela à la notion de degré de liberté. Si vous avez par exemple une représentation d'un mouvement dans un plan en 2 dimensions, eh bien, vous le représentez par la translation possible le long de SY, SX et par l'angle possible également phi entre les 2 axes. Si vous êtes en 3 dimensions, eh bien, vous voyez que vous pouvez longer en translation autour de l'axe Y, Z, X, Y. Vous pouvez également tourner autour des 3 axes et là vous définissez votre mouvement. Ça nous amène à un bonhomme que tout le monde connaît, non pas Riemann mais Einstein, qui s'était posé la question dans ces possibles espaces à n dimensions, combien de paramètres lui faudrait-il pour pouvoir définir en fonction du nombre de dimensions qu'on évoque. Einstein n'était pas très mathématicien et il a trouvé un copain qui lui a dit « tu dois lire le bouquin de Riemann ». Et en effet, lorsqu'on lit le bouquin de Riemann, on découvre qu'on peut définir le nombre de paramètres à définir par rapport à un espace donné. Si on prend les 2 dimensions, eh bien 2 plus 1, 3. 3 fois 2, 6. 6 divisé par 2, 3. Vous voyez, on a besoin de 3 paramètres pour définir le mouvement. Si on passe dans un espace à 3 dimensions, eh bien nous avons 3 plus 1, 4. 4 fois 3, 12, divisé par 2, 6. Et on a bien les 6 paramètres que je vous ai décrits dans le modèle précédent. Alors, lorsque l'on parle de l'axe hélicoïdal, on peut parler de composantes de mouvement principal ou primaire, si vous voulez, auxquels s'associent des mouvements secondaires. On peut également parler de mouvements couplés ou associés. Tout cela signifie plus ou moins la même chose. C'est-à-dire que dès qu'il y a un mouvement dans l'espace, il va y avoir d'autres mouvements qui vont se coupler et s'associer. On imagine bien que c'est ce qui nous arrive lorsque l'on mobilise notre colonne cervicale, notre épaule. Dès que l'on fait un mouvement, certes, les axes bougent également et les mouvements qui vont suivre devront être faits en repérage par rapport aux axes qui ont bougé. Ce qui nous amène à ces formules un peu indigestes, mais qui sont simples si on reprend le schéma précédent avec les 3 axes, les translations et les rotations. Il suffit de donner une valeur 0 à l'une ou l'autre pour ne faire un mouvement simple le long d'un axe, par exemple, si vous avez un cosinus 0 ou un sinus 0. Qui l'un vaut 1, l'autre 0. Voyons maintenant, après la description du mouvement, ce qui se passe en C2, C7. Alors, pour comprendre ce qui se passe au niveau d'une colonne cervicale, il faut revenir à quelques vieilles notions d'anatomie. Ceci est une revue de littérature qui porte donc sur... C'est une moyenne, ce que l'on vous donne. Les valeurs qu'on va vous donner ici sont des valeurs strictement moyennes, et donc qui ne peuvent pas être appliquées à un individu. Mais ça... on en parlera tout au long de l'exposé. L'ostéopathie reste, pour moi, originale dans sa clinique qui impose la singularité par rapport à des données statistiques, précisément. Donc, l'angle d'inclinaison habituel de ces vertèbres est de l'ordre de 52 degrés. Quant à l'angle de déclinaison, on voit que C2 et C3 et C3, C4 ont un angle négatif, en dessous de l'horizontale ici, l'orientation des facettes articulaires des apophyses zygapophysaires. Et vous voyez que de C4 à C7, cela s'inverse et que l'on a
une orientation de 7 degrés positif. Donc on va de moins 14 à 7 degrés. Tout ça va conditionner, bien entendu, en partie les mouvements de la colonne cervicale. Alors nous voyons ici quelque chose qui va à l'opposé de ce que la plupart des gens croient, à savoir que cette orientation des facettes articulaires a tendance à se verticaliser vers le bas et non pas l'inverse. C'est une verticalisation de l'angle d'inclinaison que l'on observe. Il est variable selon le niveau, comme vous voyez là. Les variations interindividuelles sont la constante, en fait. Il n'y a pas 2 fois la même mesure. Et en plus, il y a des variations entre la gauche et la droite. Donc, vous imaginez, essayer d'établir des lois à partir de ce genre de données. C'est, on l'imagine bien, assez impossible. Donc les lois de Friette, on commence tout doucement déjà à les oublier, on va voir, ça ne fait que s'aggraver avec l'exposé. Alors chez les animaux, puisqu'il y a des gens qui s'intéressent à l'ostéopathie vétérinaire, alors là, je laisse la responsabilité à Paul Klein d'avoir mis une femme comme animal à côté du chien quand même. Je sais, ça je ne comprends pas. Mais bon, encore, il n'a pas mis dans la même position que le chien, on peut déjà être rassuré. Ceci, à mon avis, c'est pour vous montrer que les apophysaires des chiens et des mammifères ne sont pas les mêmes et n'ont pas la même orientation que chez l'être humain. On voit bien que cette jolie femme doit tordre sa tête pour aller voir plus loin. C'est-à-dire que si on tourne comme ça, il faut en plus incliner ensuite pour aller voir derrière soi. On voit bien que le chien, lui, fait une pure inclinaison latérale, en fait. Ce qu'on pourrait penser être une rotation n'est qu'une pure inclinaison latérale. Et alors, me dit Paul, tu vas voir, ils vont être très surpris parce que tout le monde pense que le chat est en plus souple. Eh bien non, le chat fait la même chose. Vous voyez, lui aussi, quand il se tourne, il n'y a rien qui bouge au niveau de l'épine dorsale. C'est essentiellement une inclinaison latérale. Et c'est dû à l'inclinaison, justement, des apophyses articulaires. Ici, en l'occurrence, c'est un cheval qui limite le mouvement de rotation. Sur toute la hauteur, vous voyez, on est dans l'inclinaison pure, verticalisation. Et puis ici, voilà un bel exemple avec la girafe, dont on voit que la crinière ne bouge absolument pas dans le mouvement de rotation. Tout se passe dans les cervicales hautes, en fait. Alors, il m'a dit de vous dire également, je m'en tiens strictement à ce qu'on me dit, moi, il m'a dit de vous dire que si la girafe a un long cou, au niveau de l'évolution des espèces, ce n'était pas quelque chose qui lui permettait d'accéder plus facilement à la cueillette, mais c'est parce qu'au contraire, il avait des longues pattes qui elles, lui permettent justement d'accéder à la cueillette, mais qu'ensuite, il faut également en boire, et pour ça, avec des longues pattes, il faut pouvoir avoir un long cou. Magnifique. Alors, autre élément qui intervient, bien entendu, dans les mouvements de la colonne cervicale, c'est les disques intervertébraux. Ça, c'est une image qui a été faite à la Vrije Universiteit de Bruxelles, donc notre pendant néerlandophone, par Jan Clarijs, qui est un anatomiste et qui a été un des premiers à montrer cette vacuité, en tout cas sur le cadavre. Vous voyez un petit peu, il n'y a plus que du vide dans les disques là. Ça ne peut qu'influencer le mouvement, bien entendu, et ça va notamment influencer ce que l'on va appeler la zone neutre. Je vais vous montrer ce que c'est. Cette dégénérescence, tout le monde le sait, est liée à l'âge, hélas, et donc voilà ce qu'est la notion de zone neutre. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant pour l'ostéopathe. Imaginez donc qu'en ordonnée, vous ayez la force à appliquer à une tête pour la faire passivement tourner vers la droite ou vers la gauche. C'est ça l'axe en ordonnée. L'axe des abscisses vous donne l'amplitude du mouvement réalisé en appliquant cette force sur la tête. Eh bien, regardez, ça répond à une courbe que l'on connaît bien en physique, qui est une courbe d'hystérésis, une courbe qui donne l'élasticité d'un tissu. Voilà, si vous appliquez une certaine force, donc vous voyez la mise en charge en rouge, vous appliquez la force, cette force est faible et constante pendant un très grand moment, et puis tout d'un coup, il y a une nécessité d'augmenter la force, parce que la résistance élastique augmente. Et au moment où vous relâchez, d'ailleurs la tête revient un peu d'elle-même, ça c'est l'hystérésie, c'est le retour à la position normale, il ne faut pratiquement appliquer aucune force pour cela. Vous voyez ici, hop, on revient à la position normale. La zone neutre, c'est la zone où il faut pratiquement appliquer aucune force.
Donc vous voyez ici, simplement, on indique amplitude maximale, force maximale à appliquer, et vous voyez le retour, donc la courbe de retour, qui est tout à fait symétrique en négatif par rapport à l'autre. Alors il y a celle ici qui part à droite et celle qui part à gauche. On tourne la tête à droite, on tourne la tête à gauche. Et voilà la zone neutre. Là, vous avez en fait l'arc tangente alpha, c'est ce qui permet de mesurer l'élasticité d'un tissu. Cette élasticité d'un tissu, là on rejoint le bon sens populaire, on en parlait, on sait qu'il n'est pas fiable à 100%, mais ce bon sens nous a bien fait comprendre de manière assez empirique qu'en vieillissant, on tourne un peu moins bien la tête et on se parque donc un peu plus difficilement avec nos voitures. C'est comme ça, et bien c'est lié en effet à la modification de cet arc tangente alpha, et surtout au fait que la zone neutre s'étend en vieillissant. Elle devient de plus en plus importante. Et donc, il y a de moins en moins de nécessité de forcer, mais une fois que vous arrivez au bout, vous n'avez plus aucune élasticité, vous tombez sur un mur, c'est-à-dire que l'arc tangente alpha devient vertical. Ici, vous allez avoir cette ligne. Hop, tout d'un coup, c'est un mur, c'est fini. On passe, en fait, d'une mobilisation sans aucune force à une incapacité totale de mobiliser. Ça, c'est la notion de zone neutre. Les orthopédistes considèrent que c'est un facteur d'instabilité, que augmenter la zone neutre, c'est-à-dire un mouvement qui se fait beaucoup plus facilement finalement, c'est une forme d'instabilité qui encourage évidemment le processus arthrosique d'une manière explosive, je dirais. Donc le phénomène est lié à l'arthrose, mais l'arthrose s'aggrave d'autant plus vite et exponentielle que cette zone neutre augmente. Important parce que vouloir absolument manipuler pour que ça bouge ici, le risque devient quand même assez sévère, et c'est sans intérêt, c'est impossible. Vous risquez une seule chose, c'est d'augmenter l'instabilité, en fait. Donc, de temps en temps, quand même, des études aussi théoriques ont un intérêt pratique. C'est un petit peu aussi le sens du message. Voilà la zone neutre. Alors, autre chose qu'il faut tenir en compte, c'est les articulations inciformes. Or là aussi, il y a beaucoup d'idées reçues. Beaucoup pensent, et pensaient en tout cas, que les articulations inciformes avaient pour rôle essentiel d'être un rail permettant la flexion-extension du rachis cervical. Donc vous voyez ici des apophyses. D'ailleurs, il faut remarquer qu'elles sont asymétriques d'un côté par rapport à l'autre. Leur orientation déjà, là aussi c'est inconstant, d'une personne à l'autre, d'un étage à l'autre et d'un côté à l'autre. Voilà les angles moyens, angles de déclinaison de 70 à 110 degrés. Vous voyez, ça varie comme ça. Ici, on a repris sur la même photo, évidemment. Alors, donc, classiquement, rail pour le mouvement dans le plan sagittal. Ça, c'est l'idée. Eh bien, il y a un monsieur qui s'appelle Kotani, qui en 1998 a fait des études sur le cadavre et s'est amusé à couper petit à petit les articulations inciformes, enlever un petit peu plus, de plus en plus, et de vérifier les mouvements. Donc c'est sur cadavre, bien sûr, donc c'est limité, on ne peut pas totalement l'extrapoler au vivant, mais néanmoins, c'est quand même intéressant de voir que lorsque vous sectionnez bilatéralement complètement les apophyses inciformes, aussi bien l'extension que la rotation et que la latéroflexion sont augmentées de près de 35 degrés. Donc ça ne limite pas que le mouvement en flexion-extension, c'est même le mouvement qui est finalement le moins augmenté par le fait de les enlever. Donc elle reste importante pour la flexion-extension, mais toutes les autres sont augmentées de manière tout à fait significative. Quand même plus de 30% d'augmentation du mouvement. Cinématique dans le plan sagittal maintenant. Donc on en arrive à la cinématique. Le centre de rotation de chaque vertèbre, ça a été maintenant mesuré, se trouve systématiquement dans la vertèbre sous-jacente. Il s'agit bien d'un mouvement. En fait, la flexion-extension est un mouvement rotatoire autour d'un axe horizontal qui se trouve au niveau de la vertèbre sous-jacente, avec des variations, encore une fois, individuelles. Ça, c'est Penning qui avait déjà montré ça en 1960. Alors, voilà les amplitudes globales, flexion-extension, au travers d'une revue de littérature. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Que la flexion-extension est quand même fort importante en C5, C6, c'est là qu'elle est la plus importante, c'est fait sur un grand nombre de cas. C'est une étude de